À la tombée de la nuit dans les rues de Kiev, les sources de lumière se font de plus en plus rares. Certains quartiers sont plongés dans l'obscurité presque totale. Plus d'électricité dans cet immeuble, par exemple. C'est le deuxième jour consécutif que cet habitant subit des coupures. On a éteint le réfrigérateur pour économiser l'électricité. Les habitants obligés de s'adapter aux mesures d'économie d'énergie. On utilise le balcon. Regardez, pour garder les produits au frais. Chez certains voisins, la lumière est toujours allumée. La mairie de Kiev a instauré des coupures tournantes de 4 heures. Le chauffage central aussi est rationné alors que la température dehors frôle déjà les 0 degrés. On a beaucoup de couvertures pour l'hiver. Quand il fait froid, on met des habits bien chauds à la maison. C'est sûr qu'on n'est plus en t-shirt chez nous. Jusqu'à ce qu'il fasse moins 10 ou moins 15 degrés, il faudra bien qu'on tienne. Pendant l'hiver, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. Ces 2 dernières semaines, 30% des infrastructures énergétiques ont été détruites. L'armée russe concentre ses frappes contre les centrales ukrainiennes. Résultat, le pays manque aujourd'hui d'électricité. Sans parler du réseau de distribution très endommagé dans les zones directement concernées par les combats, comme ici à Irpin. Dans cette ville de la banlieue de Kiev, les affrontements se sont pourtant terminés en avril dernier. Aujourd'hui, on va s'occuper des câbles. On doit réparer 2 lignes électriques. 7 mois plus tard, le réseau n'est pas complètement rétabli. Le rythme des destructions est impossible à suivre. Même les sièges des entreprises énergétiques sont devenus des cibles pour l'armée russe. Comme vous le voyez, la majorité des employés préfèrent le télétravail et l'entreprise leur permet de le faire parce qu'on pense que c'est plus sûr qu'ils travaillent chez eux. La principale entreprise privée du secteur essaye de faire face, mais d'après son PDG, les mesures d'économie d'énergie ne suffisent pas. L'Ukraine a besoin d'aide, de matériel pour réparer ses installations et d'armes pour les protéger. Le problème le plus important, c'est qu'on n'a pas assez de défense antiaérienne. C'est le seul moyen pour nous de stabiliser la situation et de protéger nos infrastructures. L'Ukraine va-t-elle, peut-elle tenir sans gaz, sans électricité, sans chauffage? Le président Volodymyr Zelensky a averti qu'il pouvait y avoir une nouvelle vague migratoire ukrainienne vers l'Union européenne pour fuir le froid et l'hiver glacial. Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. C'est un véritable désastre humanitaire qui se joue en ce moment même en Arménie, en guerre avec son voisin l'Azerbaïdjan. Au cœur du conflit, la région azerbaïdjanaise contestée et séparatiste du Haut-Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens, un conflit qui perdure depuis plus d'1 siècle. 120 000 personnes sans nourriture, sans médicaments, sans chauffage. La population du Haut-Karabakh est coupée du monde depuis le 12 décembre dernier par de soi-disant militants écologistes azerbaïdjanais qui en bloquent l'unique accès. Nous en parlerons avec notre invité Viken Cheterian, spécialiste du Caucase. L'Azerbaïdjan, sa guerre avec l'Arménie, son régime autoritaire et son gaz, dont l'Europe est désormais extrêmement dépendante. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les importations européennes ont augmenté de 30%. Paris et Washington demandent instamment la levée immédiate par l'Azerbaïdjan du blocus du corridor de Latchine, le seul axe reliant la région du Haut-Karabakh à l'Arménie. Pour Amnesty International, la situation humanitaire y est jugée catastrophique. Il manque de tout. Pas d'antibiotiques, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de chauffage. Les écoles sont fermées. La vie quotidienne est complètement paralysée. Jusqu'à quand cela peut-il durer? Quelles en sont les causes exactes? C'est la séquence centrale de Mélanie Ohaillon. Cette route est l'unique accès qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh. Cette région séparatiste, peuplée majoritairement d'Arméniens, est disputée de longue date entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette route est bloquée depuis plus de 2 mois par des militants azerbaïdjanais qui affirment protester contre des mines illégales. Seuls quelques camions humanitaires accèdent aux villes de l'enclave où vivent 120 000 habitants. Ici, il manque de tout. Les gens meurent, psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture. L'Arménie dénonce une manœuvre orchestrée par l'Azerbaïdjan. Ceci, bien sûr, est une politique non dissimulée de nettoyage ethnique.
dans l'espoir que les Arméniens du Nagorno-Karabakh quittent massivement leur foyer. Mi-septembre, le conflit débordait sur les frontières internationales avec le bombardement de plusieurs villes arméniennes. Chaque camp s'accusant d'avoir lancé les hostilités. L'Arménie affirme que l'Azerbaïdjan occupe 50 km² de son territoire souverain. Devant la cour de La Haye, Bakou accuse l'Arménie de poser des mines sur son territoire. Ces engins explosifs représentent une menace urgente de mort et de blessures graves pour les Azerbaïdjanais. Entre les deux anciennes républiques soviétiques, le différend perdure depuis plus d'un siècle. Le Haut-Karabakh, ou l'Artsakh pour les Arméniens, est sous contrôle de l'Empire russe dès le 19e siècle. En 1921, c'est Joseph Staline qui décide le rattachement de cette région à majorité chrétienne à l'Azerbaïdjan, pays à majorité musulmane. Mais en 1988, la province se révolte et vote son rattachement à l'Arménie. À la chute de l'URSS, l'enclave s'autoproclame indépendante. C'est le début de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui fait près de 30 000 morts en 3 ans. Les tensions ne faiblissent pas. En 2020, la guerre reprend. Après 6 semaines de combat, un cessez-le-feu est négocié par la Russie. L'Arménie perd des pans de son territoire. En 2020, la Russie a déployé 2000 soldats dans le Haut-Karabakh pour soutenir une paix fragile. Aujourd'hui, les Arméniens se sentent lâchés par leur allié historique. Il est désolant que l'appartenance de l'Arménie à l'OTSC n'ait pas pu contenir les actes d'agression de l'Azerbaïdjan. L'Arménie déplore l'inaction de cette alliance militaire régionale emmenée par Moscou, alors que la Russie concentre ses forces sur le front ukrainien. Vladimir Poutine joue encore les médiateurs, concurrencés par les efforts américains et européens dans la région. Des Européens qui ont tout intérêt à voir le conflit baisser en intensité. L'Union européenne concluait l'été dernier de nouveaux accords gaziers avec Bakou pour réduire sa dépendance envers la Russie. L'Azerbaïdjan, lui, peut compter sur le soutien indéfectible de son allié turc. Comme toujours, le monde entier doit savoir que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs azerbaïdjanais face à cette situation. Le président Aliyev qui a promis de repeupler le Haut-Karabakh avec des Azerbaïdjanais. Fiken Cheterian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes spécialiste du Caucase. Alors, pourquoi ce blocus dans un axe stratégique que cherche aujourd'hui l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan cherche de prendre le contrôle de ce qu'il reste du Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh. L'Azerbaïdjan a utilisé la pression militaire l'année passée, l'année avant. Et aujourd'hui, le blocus, c'est une autre manière de mettre pression sur les autorités de Nagorno-Karabakh pour prendre contrôle, mais aussi pour réaliser un nettoyage ethnique de la région. Mais à quoi ça rime, ces soi-disant militants écologistes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une absurdité. Ces gens ne sont pas des militants écologistes. Les militants écologistes n'ont pas le droit de protester en Azerbaïdjan en général. Les citoyens azerbaïdjanais n'ont pas le droit de visiter la région de Haut-Karabakh ou les régions reprises par l'Azerbaïdjan suite à la guerre de 2020. Il faut une autorisation spéciale. Et les journalistes indépendants azerbaïdjanais, ils ont enquêté sur ces gens. C'est des personnalités qui travaillent ou dans l'armée azerbaïdjanaise ou dans le système étatique de l'Azerbaïdjan. Si on remonte un petit peu dans le temps, le 13 septembre dernier, l'Azerbaïdjan attaque en pleine nuit l'Arménie. Là, on parle d'une guerre qui fait quand même penser à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Est-ce que c'est un petit peu le même genre d'invasion dont on peut parler? Oui, tout à fait. L'attaque a pris 48 heures et a causé le mort de plus que 300 soldats des deux côtés. L'intention de l'Azerbaïdjan, c'était de prendre des positions stratégiques dans le sud de l'Arménie et même couper l'autoroute qui lie l'Arménie avec le sud et avec l'Iran.
c'est grâce à des pressions, surtout américaines, que l'attaque était stoppée. Mais alors pourquoi cette offensive de Bakou alors que des négociations sont en cours sous l'égide de l'Union européenne en ce moment même? Ilham Aliyev, il se sent très fort. Il sent qu'au niveau militaire, mais au niveau également diplomatique et stratégique, il a l'avantage. Et il essaie de presser l'Arménie pour que Yerevan abandonne pas seulement le Haut-Karabakh et les Arméniens qui habitent là, le 120 000 civils qui restent dans la région, mais également Ilham Aliyev, il veut avoir un contrôle territorial dans le sud de l'Arménie pour avoir un accès terrestre avec l'exclave du Nakhitchevan qui se trouve à l'ouest de l'Arménie. Parce que c'est vrai que ça, il faut le rappeler, hein, l'Azerbaïdjan a grignoté une partie de l'Arménie même. Est-ce qu'aujourd'hui l'Arménie a raison d'avoir peur ? Oui, tout à fait. En plus, Ilham Aliyev, officiellement, il dit que l'Arménie n'existe pas, l'Arménie n'est pas légitime. Historiquement, les Arméniens ne viennent pas de cette région. Il prétend que l'Arménie actuelle, en fait, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Donc, au niveau idéologique, mais aussi au niveau des discours politiques, Ilham Aliyev est en train de développer un discours extrêmement agressif envers l'Arménie. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de nettoyage ethnique. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est une réelle menace? Oui, donc depuis 30 ans, la règle du jeu dans le conflit du Karabakh, c'est intolérance ethnique extrême. Ça s'est passé pendant la première guerre du Karabakh, du deux côtés, mais aussi ça s'est passé en 2020 quand l'Azerbaïdjan a pris contrôle des régions peuplées par des Arméniens. Je pense à Hadrout, je pense à Chouchi. Là, les civils arméniens qui restaient étaient assassinés et on a réalisé un nettoyage ethnique. Donc, il n'y a pas de raison pour penser que la politique azerbaïdjanaise va changer aujourd'hui. Avec une idéologie raciale qui s'est développée? Oui, tout à fait. Et ça, c'est nouveau, parce qu'historiquement, les Arméniens et les Azerbaïdjanais, ils ont cohabité ensemble, ils ont vécu dans le même espace. Mais depuis 2 décennies, il y a un discours extrêmement raciste qui se développe au niveau étatique en Azerbaïdjan, un discours d'intolérance qui menace de continuer le conflit encore longtemps. Alors si on parle maintenant de la communauté internationale qui est relativement silencieuse, on peut peut-être comprendre ce silence avec l'enjeu stratégique que représente aujourd'hui l'Azerbaïdjan, qui est devenu un pays incontournable pour l'approvisionnement gazier. On va le voir avec Anne Delette et puis on vous retrouve juste après. Bienvenue dans le berceau de l'or noir, à quelques kilomètres de Bakou. Ces champs de pétrole appartenaient aux frères Nobel, qui ont fait fortune ici en 1871. Ce sera le premier boom pétrolier. À l'époque, l'exploitation des puits se faisait entièrement à main nue. On plongeait tête baissée sous terre, on en ressortait couvert de brut. L'Azerbaïdjan produisait près de la moitié du brut mondial au début du XXe siècle. À la fin de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan utilise le pétrole comme un levier géopolitique majeur. Le contrat du siècle, préparé par Ilgar Aliyev, président et fin stratège, permet à 11 entreprises internationales d'avoir accès au gâteau, le pétrole azéri. Une carte maîtresse pour s'émanciper de la tutelle russe. L'argent coule à flot, le pays se modernise, les enseignes de luxe fleurissent, le PNB s'envole. Ce second boom pétrolier imprime sa marque dans l'image de la ville, grâce à des architectes de renommée internationale. L'Azerbaïdjan décide aussi de se réarmer, encore traumatisé par sa défaite avec l'Arménie lors de la première guerre du Karabakh, celle de 1988. Cette guerre a chassé 800 000 réfugiés azéris d'Arménie, causé la mort de milliers d'Azerbaïdjanais et amputé l'Azerbaïdjan d'une partie de son territoire. Mais les Azerbaïdjanais ont non seulement du pétrole, mais aussi du gaz, d'énormes réserves. Au large de Bakou, le champ gazier de Shah Deniz dispose de 1200 milliards de mètres cubes.
Les actionnaires sont principalement britanniques, azéris, mais aussi russes, avec Lukoil. Du gaz qui suscite un intérêt grandissant depuis l'invasion russe de l'Ukraine. En juillet 2022, Ursula von der Leyen est à Bakou. L'Union européenne a donc décidé de se diversifier loin de la Russie, de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Et je suis heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux. Souvent critiqué par les Européens pour l'autoritarisme de son régime et pour sa guerre avec l'Arménie, Ilham Aliyev redevient subitement fréquentable. Vous êtes en effet un partenaire énergétique crucial pour nous et vous avez toujours été fiable. Une duplicité européenne